bien résumé. Je vais revenir sur les fraternisations. Alors, le sujet même de ma mémoire n'était pas, enfin de mon mémoire n'était pas exactement les fraternisations. Il avait fallu que je retravaille le titre. Il est vrai qu'au départ, je travaillais sur les fraternisations, et puis vous comprendrez au fil de ma conférence que finalement, j'ai intitulé cette fraternisation, enfin ce mémoire, Entente et fraternisation, parce que finalement, il s'avère que régulièrement, on parle davantage d'entente que de fraternisation. Et donc ce soir, le centre de mon propos, ce seront vraiment les fraternisations. Donc je vais axer le propos véritablement sur les fraternisations, et pour cela, je vais prendre l'exemple de Noël 1914, qui est quand même l'exemple, premièrement, le plus fort, le plus long, et puis qui en plus, finalement, correspond plus ou moins à notre période actuelle. Alors je vais organiser mon propos autour d'abord d'un petit rappel de contexte. On va faire une petite contextualisation. Les fraternisations, pour les premières, n'interviennent qu'en décembre 1914. On ne parle pas de fraternisation avant. Décembre 1914, tout simplement parce que c'est la fin de la guerre de mouvement. C'est aussi une période qui a été marquée entre août et décembre 1914 comme étant une période des plus meurtrières de cette guerre. Et il faut aussi imaginer que les hommes, entre août et décembre 1914, ont découvert une guerre d'un nouveau genre, une guerre ultra-violente, avec une nouvelle puissance de feu qui n'était pas celle du XIXe siècle. Donc la plupart des hommes partaient avec une idée de la guerre qui est celle du XIXe siècle, et ils découvrent celle de 1914 avec toute sa réalité. Donc c'est important de revenir sur cette idée de la guerre. La guerre du XIXe siècle est une guerre où on s'arrête pour ramasser les blessés, où il y a des pauses, des trêves qui sont organisées, et on découvre en 1914, entre août et décembre 1914, finalement le nouveau visage d'une guerre dans laquelle on ne fait plus de trêve pour ramasser les blessés, dans laquelle on n'enterre plus ses morts, et dans laquelle on va avoir une violence de masse, avec des blessures effroyables, avec de nouvelles armes que les hommes n'avaient pas forcément découvert auparavant. Donc c'est un tout, et décembre 1914 est finalement le point d'aboutissement de cette première expérience. Ces 6 premiers mois de guerre, finalement, en décembre 1914, on touche au point d'aboutissement de la première expérience. C'est aussi le moment où le front va se fixer. Jusqu'en décembre 14, finalement, c'est une guerre de mouvement. Il n'y a pas de front, et s'il n'y a pas de front, il n'y a pas de fraternisation. Donc là aussi, décembre 1914 est un moment important. Les deux armées finissent par se fixer sur ce front de 750 km de long, et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, on peut envisager une fraternisation. Donc voilà pour la remise en contexte, une découverte d'une nouvelle guerre, et puis cette fixation du front, qui est également quelque chose d'assez inédit, puisque dans les guerres du XIXe siècle, il y avait essentiellement des guerres de mouvement. Alors, qu'est-ce qu'une fraternisation ? Et qu'est-ce qui n'est pas une fraternisation ? La fraternisation, c'est le contact extrêmement poussé, c'est vraiment le contact le plus poussé entre deux hommes, ou plus, de deux camps ennemis, plus rare. Alors, dans la guerre, ça a été largement sous-estimé. Ces fraternisations ont été largement sous-estimées. Après la guerre, immédiatement après la guerre, ça a été assez largement surestimé. Donc moi, mon travail d'historienne a été d'essayer, là aussi, de replacer l'équilibre entre ce qui était finalement un exercice de propagande et puis ce qui avait été un exercice de camouflage de ces faits. Donc c'est un contact prolongé, dépourvu de tout but de guerre. On ne cherche pas à constituer des prisonniers, on ne cherche pas à prendre des informations, on ne cherche pas à obtenir des renseignements militaires par la fraternisation, on ne cherche pas à faire de repérage des lieux. Ça enlève une partie des suspicions autour de rapprochement entre les deux camps. Il faut aussi qu'il y ait, alors il est difficile de le voir dans les archives, mais que les hommes aient un regard, des propos, des gestes amicaux envers l'adversaire. Alors, les regards, il est assez difficile de les capter. Par contre, les propos, les gestes amicaux
on en trouve trace dans les différentes archives. Se serrer la main, par exemple, se toucher physiquement, le contact physique, est un acte fort, est un acte symbolique qui caractérise la fraternisation. Donc, partant de ce fait, partant de cette définition, ça enlève les cas d'entente, des moments où les soldats se mettent d'accord pour X raisons, mais sans véritablement avoir l'envie d'aller vers l'autre. Ça enlève également tout ce qui pourrait s'apparenter à des ententes tacites. On se met d'accord sur tel ou tel moment pour faire sauter des mines qu'on a placées sous la tranchée adverse. Ça existe aussi, mais ce sont plutôt des ententes tacites que des fraternisations. Donc il faut vraiment bien fixer les limites des cas de fraternisation pour ensuite pouvoir les étudier précisément. Donc il s'agit de gestes forts, de contacts véritablement sans arrière-pensée finalement entre nos deux camps adverses. Alors une des bonnes définitions a été donnée finalement par le contrôle postal. Donc je vais vous citer, et j'en profite pour vous dire, je vais vous citer régulièrement les sources, parce que c'est important de se baser sur les sources, surtout sur un sujet comme celui-là, qui reste finalement encore parfois un petit peu tabou chez certains historiens, pas forcément bien accepté non plus au niveau des services de l'armée. Donc l'idée, c'est évidemment d'apporter des preuves, et ces preuves, elles sont écrites, elles émanent de sources que je vous évoquerai ensuite. Donc le contrôle postal lui-même donne une définition de la fraternisation. Les rapports avec l'ennemi paraissent d'ailleurs extrêmement fréquents. Tantôt ce sont des échanges de mêmes objets, tantôt ce sont des conversations amicales, on va jusqu'à se serrer la main. Voilà, la définition est posée. Amicale, se serrer la main, échanger des objets. On est dans quelque chose qui ressemble à de la fraternisation. Alors, avant de véritablement entrer sur le cas de Noël 1914, je voudrais quand même revenir sur les sources. Elles sont diverses. L'essentiel repose sur des lettres qui ont été censurées par le contrôle postal. Donc, il s'avère que l'armée a conservé toutes les traces de ces lettres sous forme de comptes rendus, en fait, journaliers, parfois hebdomadaires, des lettres saisies par le contrôle postal. Donc c'est une source évidemment extrêmement importante, mais très aléatoire, et qui n'existe pas en 1914. Donc pour les propos qui viendront ensuite sur les fraternisations de Noël 14, il a fallu que j'utilise autre chose. Il existe des mémoires, alors avec toutes les précautions qu'il faut avoir par rapport à ces mémoires. Quand les mémoires ont été écrites plusieurs années après, eh bien elles sont sujet éventuellement à suspicion. Quand elles sont écrites à chaud, on peut davantage faire confiance à ce qui a été noté finalement immédiatement. Et puis il y a un fonds précieux qui sont les journaux de marche et opération, dans lequel un officier sur le terrain doit fixer ce qui s'est passé dans la journée. Et donc là, on est à peu près certain de ce qui est indiqué dans ce journal. C'est un document officiel, lui aussi conservé au service historique de l'armée de terre, et qui est particulièrement précieux parce que quand le fait apparaît dans le journal de marche et opération, il a un caractère officiel. Donc c'est vraiment un élément précieux. Et enfin, il est difficile de les obtenir, mais j'ai pu obtenir l'accès à des fonds privés d'état-major, donc des fonds qui appartenaient à des officiers de cette époque, qui ont été donnés en général par la famille au service historique de l'armée de terre et qui sont soumis évidemment à une autorisation préalable. Tout à chacun ne peut pas y aller et ne peut pas aller consulter ces fonds s'il n'y a pas eu une autorisation auparavant. Et puis enfin, j'ai eu la chance d'avoir un témoignage oral. Désormais, il est décédé, mais d'un soldat qui a évoqué lui aussi des fraternisations, alors non pas à Noël 1914, mais dans un autre contexte. Donc voilà pour les sources, l'idée étant évidemment souvent de couper les différentes sources pour essayer d'avoir un faisceau de certitude. Alors, Noël 1914, je vous ai remis l'affiche des fraternisations, je vous ai remis l'affiche du film qui s'intitule Joyeux Noël. On va revenir sur le film à la fin, mais l'idée était évidemment d'évoquer Noël 14. Alors c'est un temps un petit peu particulier, un peu à part dans cette guerre, notamment
dans le domaine des fraternisations. C'est le premier Noël dans les tranchées. Il n'était pas prévu que les hommes se retrouvent à Noël dans les tranchées. La guerre devait être courte et ils pensaient être rentrés dans leur famille à Noël 1914. Ça n'est pas le cas. Donc là aussi, on découvre l'ampleur du conflit et les hommes se retrouvent finalement fixés sur un front, à s'enterrer dans les tranchées alors qu'ils s'attendaient à être dans les familles. Donc c'est une période aussi qui a une très forte charge symbolique, bien entendu. C'est un moment difficile, les hommes sont loin de leur famille, sont loin de leurs enfants, sont loin de leurs parents, alors que c'est la fête familiale par excellence. Donc il est évident que cette charge symbolique était extrêmement forte, extrêmement importante, et va jouer forcément sur la mise en place des fraternisations. À cela s'ajoute, nous sommes en Picardie et ailleurs, des conditions climatiques qui vont être évidemment épouvantables, du froid, de la pluie, de la boue, qui ajoutent encore au contexte des éléments difficiles. Donc on est sur un moment particulier, sur une fête de famille, et en plus, sur le plan climatique, c'est véritablement très peu favorable. À cela s'ajoute le fait que Noël, habituellement, est un temps de paix, partout, de réconciliation, à la fois dans les familles et entre les peuples. Alors, Julien Arène, un des nombreux auteurs de mémoire, a écrit dans ses carnets « On ne peut pas se tuer une nuit de Noël ». C'est le sentiment qui, visiblement, va présider en cette nuit de Noël. Il est d'ailleurs bon de rappeler que un certain nombre que les belligérants, en fait, ont repoussé un certain nombre de tentatives pour introduire une trêve à Noël. Le Vatican avait fait une proposition, le Sénat américain avait fait une proposition également de trêve de Noël, toutes deux repoussées par les belligérants. Donc il y avait eu une volonté, finalement, de rentrer dans une trêve institutionnalisée. Ça n'a pas été le cas, et finalement, cette trêve est venue de la base. Et finalement également de manière très spontanée, alors parfois de manière très réduite en termes de nombre d'hommes y participant, parfois de manière beaucoup plus massive. Je vais prendre régulièrement l'exemple du 99e régiment d'infanterie, parce que c'est celui qui est le mieux connu, premièrement, et deuxièmement, il a concerné, d'après les chiffres, 300 hommes. Donc on est vraiment sur un phénomène de masse qui a inspiré le film Joyeux Noël. Donc ça permet de faire un lien aussi entre le film et puis la réalité. Donc se pose une question, je vous la pose, comment est-ce qu'on peut passer d'une situation d'extrême violence, comment est-ce qu'on peut passer d'une situation où les hommes se sont entretués pendant 6 mois, où on a fait usage d'armes extrêmement violentes, et puis passer à une situation de paix, où on fraternise, avec celui qui a été l'instant d'avant, quelque part, le pire ennemi. Voilà la question. Je vais essayer d'y répondre. L'idée étant de voir un petit peu ce qui peut amener au processus de fraternisation. Alors, dans un premier temps, il faut rappeler qu'elles ne sont pas préméditées, ces fraternisations. C'est un phénomène spontané qui vient en un point du front, qui s'impose presque aux hommes, qui va venir de manière complètement spontanée. Il y a 3 éléments qui vont provoquer souvent le début du processus de fraternisation: le chant, la musique et les sapins de Noël. Je commence par les sapins de Noël. C'est une tradition allemande qui, à l'époque, pour les Français, est quelque chose de totalement méconnu. Mais l'armée allemande avait livré, pour mettre dans les tranchées, dans les premières lignes, des sapins de Noël aux troupes allemandes. Et il s'avère que certains d'entre eux ont placé ces sapins de Noël au-dessus des tranchées, donc sur le parapet, bien en vue des tranchées adverses, donc anglaises ou françaises, ce qui a éveillé la curiosité d'un certain nombre de Français ou d'Anglais qui ne connaissaient pas forcément cette tradition et qui donc sont sortis, en tout cas sortis la tête ou le haut du corps, pour regarder ces sapins de Noël. Découvrant que personne ne leur tirait dessus, eh bien, le processus de fraternisation pouvait être possible, puisque l'idée était que théoriquement, quand on sortait de la tranchée, on était une cible. Donc le sapin de Noël a parfois suscité une curiosité qui a permis un processus de fraternisation.
Le cas le plus régulier, malgré tout, c'est le chant et la musique. Les deux souvent associés, chaque camp chantant dans sa tranchée, le chant portant au-delà du no man's land, la musique, l'harmonica, le violon, la flûte, portant elle aussi au-delà de la tranchée, et bien finalement on se rend compte, avec la mélodie qui est commune, les paroles ne l'étant pas, mais avec la mélodie qui est commune, que l'autre n'est pas si différent, tout simplement. Il y a également le fait qu'au départ, il n'y a pas d'engagement physique par le chant ou la musique. Les soldats peuvent jouer dans leurs tranchées, peuvent chanter dans leurs tranchées sans prendre le risque de sortir et de risquer d'être tués la nuit de Noël. Donc là aussi, c'est un prémisse, hein, c'est un moyen d'enclencher le processus. Et puis ensuite, les gens se rendent compte, petit à petit, que les mélodies sont les mêmes, que finalement ils ont tous les mêmes aspirations et que Noël signifie la même chose pour tout le monde. Alors je vais vous citer un témoin qui est précieux, qui s'appelle Eckstein Modris, qui raconte justement cette chanson. Ensuite, des chants s'élevèrent, parfois rauques, souvent calmes et sentimentaux. Il semble que dans la plupart des cas, ce furent les Allemands qui commencèrent à chanter, créant un effet magique dans la tranchée opposée. De l'autre côté du No Man's Land glacé, ils entonnèrent en chœur « Stille Nacht, Heilige Nacht ». Dans une tranchée allemande, un harmonica, solitaire, attaqua les premières mesures de Stille Nacht, et cet air mélodieux qui trouait le silence subjugua les Français qui étaient en face. Donc là aussi, pas besoin de comprendre les paroles pour avoir la mélodie, et donc se rendre compte que l'adversaire est un être humain, comme soi-même. Émile de Robert, soldat du 26e régiment d'infanterie, se trouvait près du front de Carency et écrit à ses parents que les soldats français avaient chanté des cantiques allemandes avec leurs ennemis. Là aussi, on passe par le chant, on passe par la musique. Donc ces chants qui sont universels, finalement, font prendre conscience à l'ennemi, quel qu'il soit, qu'on n'est pas finalement si différent, que le foyer manque à tout le monde, que cette période de Noël signifie la même chose pour tous. Et donc il y a une espèce de communion autour de ces chansons et on commence à découvrir l'autre comme autre chose que l'ennemi, que le un, parce qu'on comparait les Allemands au un, que ce travail de propagande qui avait été fait pour finalement déshumaniser l'adversaire, eh bien au travers de ces chansons, ce travail de propagande était détruit, tout simplement par les chansons qui étaient des chants universels. Donc il y avait une très lourde propagande faite autour notamment de l'image faite des Allemands qui poussait véritablement à déshumaniser l'adversaire et à le voir comme un animal, comme quelqu'un de véritablement différent et hors de la civilisation. Donc les chants ramènent finalement l'image de l'ennemi et ramènent finalement à sa propre image. Alors, une fois le processus de fraternisation engagé, donc souvent encore une fois par les chansons et par la musique, eh bien, cette fraternisation a pris des formes très diverses, très variées. Je vais revenir rapidement sur les anecdotes autour des parties de football qui auraient eu lieu sur le front donc occupé par les Anglais et par les Allemands. Alors, il semble tout de même que ça a été fort anecdotique, premièrement. Il ne faut pas revoir le football avec nos yeux d'aujourd'hui, mais avec les yeux de 1914. C'est loin d'être le sport répandu comme on l'a aujourd'hui. Ça n'est pas le sport universel en 1914. C'est un sport véritablement anglais qui commence tout doucement à se répandre sur le continent, en France et en Allemagne. Donc il y a probablement eu effectivement des parties de football qui ont été organisées parce qu'un homme chez les Anglais avait un ballon et a finalement joué au ballon, parce que jouer au football c'était quand même compliqué, on est quand même dans le no man's land, on est au milieu des tranchées, donc il faut replacer les choses un petit peu dans leur contexte. Il y a probablement eu effectivement quelques jeux de ballon entre les Anglais et les Allemands. Il existe finalement assez peu de traces, il y en a, donc il y a eu effectivement quelques fraternisations autour d'un ballon, mais finalement ça reste très anecdotique au regard de tout ce qui s'est passé sur les 750 km de front.
Donc la parenthèse est refermée sur les parties de football, et une partie notamment qui se serait déroulée pas très très loin d'ici. Alors, il semble que en fait, la pratique la plus courante ait été les échanges diverses et variés. On en retrouve dans les journaux de marché opération, notamment du 30e régiment d'infanterie. Celui-ci précise: depuis le 19 décembre, le secteur est calme. Et ce n'est que le 27 décembre que le rédacteur du journal révèle vraiment des fraternisations avec l'ennemi. Il précise: situation stationnaire. La trêve de Noël continue. Ce qui sous-entend que, évidemment, elle avait commencé bien avant. Et le calme est complet sur tout le front. Sur les deux lignes opposées, les hommes n'hésitent pas à sortir des tranchées. Les Allemands viennent à la rencontre des nôtres. Il y a des échanges de journaux, tabac, cigarettes. Alors on échange le journal parce qu'on essaye de savoir, d'être informé un petit peu, de savoir les informations qui circulent de l'autre côté. Alors par curiosité, parce que les soldats français sont bien conscients que ce qui circule dans les journaux français sont en général des informations qui sont soumises à caution, voire même de la pure propagande. Donc ils essayent de voir ce que les Allemands ont dans leurs journaux. C'est plutôt de la curiosité, on essaye de découvrir un petit peu de ce qui s'écrit de l'autre côté. On échange du tabac, des cigarettes, parce que c'est quelque chose de facile à échanger et que l'armée en donne de manière assez abondante aux soldats. Charles Toussaint indique également à la date du 25 décembre qu'un soldat allemand, agitant une serviette blanche, sortit de sa tranchée, et il avait proposé de parlementer avec l'un des nôtres, ce qui se réalisa sans autre arrière-pensée. C'est ainsi que nos hommes se trouvèrent réunis, comme pour une sorte de kermesse, au cours de laquelle furent engagés victuailles et délicatesseux, cigarettes, bière, vin, liqueur. Alors les échanges sont facilités aussi parce que les familles ont évidemment envoyé énormément de colis aux soldats, et donc face à cette abondance, eh bien, on va partager, on va échanger, et donc l'essentiel finalement se fait par l'échange. Il n'y a pas besoin non plus de maîtriser la langue de l'autre pour échanger, on fait du troc, ta bouteille contre mon paquet de cigarettes, et donc c'est ainsi que les fraternisations ont pu finalement se développer et installer un climat de confiance. On est parti des chansons, on a vu que l'autre n'était pas si différent, on s'approche, on sort de la tranchée, et puis on échange. Alors on échange ce qu'on a sous la main, c'est-à-dire en général le contenu des colis. Parfois, on va aller présenter la photo de la famille, les enfants, la femme, et là aussi on contribue à renforcer l'image de l'autre, qui est une image humaine, de quelqu'un qui est comme nous, et finalement on continue à approfondir le principe de la fraternisation. Donc c'est vraiment de toute évidence ce qui a dominé les fraternisations, ce sont les échanges de victuailles en tout genre, et particulièrement de cigarettes et de bouteilles d'alcool, donc bière, vin, liqueur, qui avaient été envoyées de manière très importante par les familles. Le journal de marché opération du 99e régiment d'infanterie évoque autre chose qui s'est probablement passé à plusieurs endroits du front. J'en ai retrouvé plusieurs traces, sans parfois n'avoir de faisceau concordant. Et donc, pour le 99e régiment d'infanterie, on est absolument certain que ça s'est passé, mais il semble que ça a été une pratique assez courante. Les soldats des deux camps se sont entendus pour enterrer les morts se trouvant sur le champ de bataille, dans le No Man's Land, puisqu'il n'y avait plus de pause, plus de trêve pour ramasser les morts, pour ramasser les blessés, eh bien ces hommes restaient dans le No Man's Land et avaient évidemment un effet particulièrement démoralisant sur l'ensemble des troupes. Que le mort soit anglais, français ou allemand, de toute façon, on l'a vu, ce cadavre en décomposition était forcément démoralisant pour tout le monde. Donc il y a eu aussi des accords et parfois de l'entraide autour de l'enterrement de ces corps. Ce dont témoigne d'ailleurs un autre journal de marche et opération qui indique le 28 décembre, au Bois Touffu, nous avons pu enterrer 8 morts français remontant au 29 novembre, c'est-à-dire que ça faisait un mois qu'il était là, qu'on est allé chercher tout près des tranchées allemandes. Le 31 décembre, avec l'autorisation des Allemands, quelques cadavres ont pu être enterrés. Le moment le plus symbolique étant le suivant, l'inhumation par les Français d'un soldat bavarois dont la plaque a ensuite été restituée aux troupes bavaroises.
Donc là aussi, on replace le corps, hein, même le corps de son ennemi. Finalement, on replace le corps là où il doit être, c'est-à-dire sous terre. On rend la plaque à l'ennemi. Donc il y a quelque chose qui là est extrêmement fort, qui avait été oublié les 6 premiers mois de la guerre, et qui, sur cet instant de Noël, qui est quand même très particulier, encore une fois, bien sur cet instant de Noël, qui va réapparaître. Donc enterrer ses morts, sur cette période-là, va être possible. Ça ne le sera plus jamais après. Enfin, les fraternisations ont des conséquences finalement matérielles positives. Ça offre du temps aux hommes et ça offre une certitude de sécurité. Tant que les troupes en face ne changent pas, ça permet tout simplement aussi d'améliorer le confort des tranchées. Donc chacun va finalement travailler sur ces tranchées, va renforcer le réseau de fils de fer barbelés dans le no man's land, comme l'avait commandé l'état-major. On va faire un peu de feu, alors que c'était totalement impossible, évidemment, au moment où les combats faisaient rage. Pour éviter de se faire repérer, on ne faisait pas de feu, mais on avait extrêmement froid, on est au mois de décembre. Donc ça va permettre tout simplement d'autoriser un petit peu plus de confort. Alors toujours le 99e régiment d'infanterie, toujours le journal de marche et opération, à la date du 29 décembre, on a d'inscrits. Les Bavarois continuent à ne pas tirer et à nous prévenir de l'arrivée de leurs officiers. Nous en profitons pour placer du fil de fer devant le front de toutes nos tranchées. Et à la date du 31 décembre, la trêve continue toujours et les Bavarois nous laissent travailler, à condition, ont-il dit, que nous ne coupions pas leur propre réseau de fil de fer, tout de même. Les 1er 2 janvier ont la même teneur. Donc sur plusieurs jours, on va avoir ce travail autour du no man's land en bonne entente avec l'adversaire qui en réalité, de toute évidence, fait exactement la même chose, c'est-à-dire profite, tout en échangeant d'ailleurs, de toute évidence également, profite de ce temps calme pour renforcer les tranchées, les rendre plus confortables, mettre en place le fil de fer barbelé sans risquer de mourir, sans être obligé de le faire la nuit, etc. Alors en ce qui concerne le 99e RI, cette trêve a duré jusqu'au 14 janvier 1915. Donc elle a débuté le 24 décembre, de manière certaine, peut-être un tout petit peu avant, puisque c'est véritablement très très calme en face de ce régiment dès le 21 décembre, mais de manière certaine, le 24 décembre marque un temps de fraternisation, et ça se poursuit jusqu'au 14 janvier, je vous expliquerai comment ça s'achève. Donc 14 janvier 1915. Sur cet exemple précis, sur ce régiment, on est vraiment sur quelque chose de rarissime. C'est extrêmement rare. En fait, c'est le seul cas qui s'avère avoir été aussi long dans la fraternisation. Et c'est le cas, évidemment, qui est exploité au niveau du fil. Alors, dernière question. Réaction des officiers face à tout ça. Les officiers sur le terrain et puis les officiers d'état-major. Donc c'est la dernière grande thématique. Il faut distinguer officiers de terrain et officiers d'état-major. Dans le premier cas, les officiers sur le terrain, ils sont proches de leurs hommes, et la plupart du temps, il semble qu'ils aient tout simplement fermé les yeux. Parfois même, ils sont allés parlementer, ils se sont retrouvés au centre du no man's land avec d'autres officiers. Parfois tout simplement sans pour autant encourager, ils ont laissé faire, sachant très bien que la guerre ne se gagnerait pas le 24 décembre au soir, et que donc on pouvait laisser les hommes sur cette soirée fraterniser éventuellement avec les Allemands s'ils le souhaitaient. Donc ça permettait finalement d'obtenir un temps de calme qui eux aussi probablement leur faisait le plus grand bien. Au 99e régiment d'infanterie, le 30 décembre, est organisée une conversation entre 2 officiers, français et allemands, dans le no man's land. Le journal de marche et opération en atteste. Donc là aussi, officiellement, on organise une rencontre dans le no man's land entre ces officiers. Alors, il faut préciser qu'un des officiers bavarois parle parfaitement français, parce qu'avant-guerre, il travaillait dans un café parisien. Donc ça arrive régulièrement, et là où les cas de fraternisation sont les plus poussés, c'est en général qu'un des 2 combattants parle la langue de l'autre. Parce que finalement, sinon, ça s'achève assez vite. Au-delà de l'échange, on ne peut pas aller tellement plus loin. Et donc finalement, la fraternisation, une fois que les échanges ont été faits, prend fin.
Il s'avère que là, le cas était vraiment particulier, puisque un des officiers parle véritablement très bien le français. Ces communications se sont succédées, elles sont multiples, et elles finissent par faire l'objet d'un rapport détaillé qui est envoyé à l'état-major à partir du 3 janvier. Donc là aussi, après coup, l'état-major va être mis au courant, va être informé de ce qui s'est fait déjà entre les officiers. Alors l'état-major, ne connaissant les faits qu'après coup, va finalement, au départ, un petit peu encourager cette fraternisation, ce dialogue, afin d'essayer d'obtenir des renseignements, et finalement, les renseignements n'étant pas obtenus, eh bien, il va couper court à cette fraternisation. Donc ça, c'est la première façon de réagir de l'état-major, c'est toujours d'essayer de prendre des informations, d'inciter les hommes, dans les cas les plus intéressants, à aller voir la tranchée adverse, à essayer de prendre des informations. La plupart du temps, c'est un échec le plus absolu, parce que les hommes ne sont véritablement pas dans cette idée d'aller chercher de l'information, d'aller voir ce que fait l'ennemi. C'est simplement, justement, une fraternisation. Donc la plupart du temps, les états-majors vont chercher à tirer profit de la situation, et finalement, les soldats sur place ne vont rien faire de ces ordres. La deuxième façon de réagir est tout simplement d'interdire les communications, donc d'enjoindre les hommes à regagner leurs tranchées et à y rester, et donc d'interdire purement et simplement cette pratique de fraternisation. C'est ce qui semble avoir été le plus courant en termes de réaction. Alors, il est également en général fait usage de censure. On va reprendre les lettres de ces régiments et puis enlever, alors soit en biffant une partie de la lettre, soit en censurant complètement la lettre, et donc en ne l'envoyant pas à la famille, censurer ces phénomènes. On a également interdit les appareils photos dans les tranchées françaises et confisqué les appareils photos sur les lieux de fraternisation, pour éviter qu'il y ait justement les photos, qui me manquent cruellement d'ailleurs du coup, parce qu'elles ont été confisquées, et donc on a peu de traces visuelles en tout cas de ces fraternisations. Alors les Anglais, eux, en ont fait un petit peu plus de publicité, et donc j'ai pu retrouver deux éléments de photographie qui ont été diffusés dans les journaux de l'époque. Donc je vous en présente une qui est la une de The Sphere. Donc on voit clairement l'Allemand avec son casque à pointe en train de prendre la photo. Il a un petit appareil qui est ici. On voit bien que c'est un Allemand. Et puis on voit les troupes qui sont mélangées. On a donc un Anglais ici, on a un Allemand, un Anglais. Derrière, ici, on a encore un Allemand. Donc on voit que de toute évidence, ils sont à la fête, de toute évidence. On voit la bouteille, on voit le sapin qui est brandi à l'arrière-plan. Donc voilà, on a véritablement un affichage de ces fraternisations comme étant quelque chose de positif dans l'esprit anglais. Deuxième image. Alors la première était un dessin extrait d'une photo qui permettait de faire la une du journal. La deuxième est véritablement une photo qui est extraite d'un intérieur de journal. Elle est un peu plus posée, un peu plus solennelle, mais là aussi on a ce mélange de soldats. Et puis on a un petit commentaire qui est intéressant en dessous, qui se trouve ici. La photo a été prise quelque part sur le front en France, et elle nous montre friendless, donc les fraternisations entre soldats anglais et soldats allemands pendant les festivités de Noël. Donc là aussi, on reprend et on refait quelque part une petite publicité autour de ce qui a pu se faire sur le front. Alors on précise quand même tout à la fin que le preneur de la photo est ici, c'est précisé ici, a préféré garder l'anonymat tout de même. C'était une photo qui a été diffusée, mais celui qui était derrière l'objectif a préféré que son nom ne soit pas divulgué. Mais malgré tout, on trouve dans les journaux anglais quelques traces vraiment visuelles de ce qui a pu se passer sur le front.
Pour finir, sur les réactions du haut commandement français, donc en l'occurrence, il est arrivé que le haut commandement fasse usage de la violence pour mettre fin aux fraternisations. Dans le journal de marche et opération de la 56e brigade, le général commandant la division décide de procéder à la charge d'un fourneau de 800 kg de poudre. Donc un fourneau, c'était une espèce de gros trou qui avait été creusé sous la tranchée adverse, donc dans lequel on met 800 kg de poudre sous le goyot avancé allemand. L'explosion a lieu à 23h45. Aussitôt, un détachement s'élance pour prendre possession de l'entonnoir et exploiter l'incident. Inutile de vous dire qu'après ça, les fraternisations sont terminées. L'ordre a même parfois été donné de tirer au canon sur les troupes présentes dans le No Man's Land, y compris donc des troupes françaises, comme en témoigne Charles Toussaint, qui raconte un événement. « S'ils ne veulent pas rentrer, faites tirer dessus. Cet ordre impératif, qui vient d'être donné par le colonel au téléphone, me fait sursauter sur mon grabat. Les frisés et les gars de chez nous fraternisent dans la plaine, lance un agent de liaison qui vient d'arriver au PC. En apercevant les 100 ou 200 hommes qui forment ce rassemblement dans la plaine, je comprends la signification de cet ordre qui m'avait fait sursauter. » Et effectivement, on a des traces, j'ai trouvé des traces, notamment dans un des fonds privés, d'ordre, véritablement la feuille d'ordre, de tirer sur les troupes si elles refusent de rentrer dans les tranchées, voire même sans préavis de tirer sur les troupes présentes dans le No Man's Land. Donc on sait qu'on a tiré au 75 sur nos propres troupes afin de mettre fin aux fraternisations. C'est ce qui se passe dans le cas du 99e régiment d'infanterie, puisqu'il y a un ordre de tirer sur les troupes. La fraternisation se prolongeant beaucoup trop, les hommes finalement avaient pris l'habitude d'aller fraterniser, d'aller converser avec les Allemands, et il était très difficile de revenir en arrière. Donc la seule solution, eh bien, ça a été de tirer au canon sur les troupes. Alors, là aussi, l'ordre vient de loin, entre guillemets. C'est un ordre qui vient des états-majors. Le canon va être tiré, mais depuis finalement l'arrière. Alors l'arrière proche, mais depuis l'arrière tout de même. Ce qui enlève un petit peu ce poids aux officiers qui sont sur le terrain, qui sont avec les hommes, qui avaient en plus une position assez difficile, assez ambivalente. Donc on enlève ce poids au commandement qui se trouvait dans les tranchées, et on donne cette charge à la fois aux artilleurs, et puis le poids de la décision est finalement porté par l'état-major, qui lui se trouve véritablement à l'arrière et détaché quelque part de ces hommes qui sont sur le front. Alors pour conclure, pour terminer, j'insiste sur le fait qu'il ne faut absolument pas généraliser les fraternisations. Elles restent ponctuelles, à la fois dans le temps et géographiquement. Une fraternisation aussi longue que celle qui s'est déroulée au 99e régiment d'infanterie, je n'en ai trouvé qu'une, et c'est celle-ci. Il n'y en a pas eu d'autres. Souvent, la période est calme, effectivement. Parfois même les jours sont regroupés dans les journaux de marche et opération. Là où le compte-rendu devrait être quotidien, on a un compte-rendu sur 3, 4, 5 jours, parfois une semaine, où simplement il est écrit calme. Voilà, et c'est tout. Pas de pertes, pas d'événements divers et variés. Alors, est-ce que ça cache une fraternisation? Est-ce que ça cache tout simplement un temps où, de chaque côté, on n'a pas décidé d'attaque? On n'a pas véritablement moyen de le savoir. Mais souvent, le temps a été calme. De là à ce que les fraternisations se fassent, c'est en général beaucoup plus réduit. Alors, c'est un exemple. Le 207e régiment d'infanterie a eu des combats extrêmement violents jusqu'à la veille du 25 décembre. Le 25 décembre est marqué lui aussi par des violents combats le matin. Et du 25 au 29, on indique que le secteur est calme. Et puis le 30, reprise violente d'activité. Que s'est-il passé dans les 4 jours entre la fin du 25 et puis cette journée du 29 ? Eh bien, il n'y a pas vraiment moyen de le savoir. On peut se poser la question d'une trêve éventuelle, d'une contamination par d'autres secteurs, d'un phénomène de fraternisation. On n'a pas véritablement moyen de le savoir. Il est certain que la période a quand même globalement été plutôt calme sur le front, même si on a aussi des zones qui ont été extrêmement touchées par les combats, y compris le 24. Alors, en ce qui concerne les autres Noëls, les haines, les violences, la durée de la guerre,
ont empêché la reproduction de ce qui s'était passé à Noël 1914. Le contexte n'est plus le même. Finalement, en Noël 1914, on a une parenthèse du 19e siècle, dans des esprits qui étaient encore un petit peu marqués par justement ces guerres du 19e, en tout cas par l'image qu'ils en avaient. Ensuite, en décembre 1915, c'est terminé. L'image de la guerre du 19e est effacée par celle de la violence et de l'hyper-violence de guerre du 20e siècle. On vient de rentrer dans les guerres du 20e siècle définitivement. En revanche, il y aura d'autres cas de fraternisation à d'autres moments, donc sortis finalement des festivités de Noël, notamment en général 2 cas particuliers autour des points d'eau, parce que les armées doivent finalement la plupart du temps partager les points d'eau, et donc les hommes, s'ils sont toujours les mêmes, à aller chercher avec leur seau l'eau nécessaire pour la petite compagnie, eh bien, vont souvent rencontrer leur homologue, qui parfois est également toujours le même, de corvée d'eau, et finalement ça crée un lien. Donc il s'avère qu'autour des points d'eau, il y a eu, a priori, j'ai eu pas mal de traces de fraternisation autour de points d'eau qui ne sont pas donc à grande échelle, mais entre 2 hommes ou 4 hommes qui finissent par se connaître et qui finissent par avoir un lien presque d'amitié autour de cette corvée qu'est l'eau. Et puis également entre blessés, dans les entonnoirs parfois quand ils se retrouvent sous les feux des 2 côtés, qu'ils sont blessés l'un et l'autre, qu'ils n'arrivent pas véritablement à sortir de cet entonnoir, se crée aussi, j'ai aussi là eu des traces, se créent aussi des liens d'amitié, de fraternité, dans un cas qui est extrême puisque c'est la blessure et c'est parfois même la peur de la mort dans l'entonnoir, abandonné de tous. Voilà, j'espère que j'ai répondu, en tout cas j'ai pas encore répondu à vos questions, mais je pense que j'ai peut-être répondu à une partie de vos questions sur le sujet. Je voulais faire un petit lien avec ce que vous allez voir ensuite, avant de éventuellement répondre aux questions que vous vous posez. Reprendre quelques images du film pour déjà vous montrer qu'il s'appuie sur un travail qui était le mien et qui reprend essentiellement donc l'exemple du 99e régiment d'infanterie. On a dans le film, sans dévoiler la totalité du film, la livraison des fameux sapins de Noël. Donc c'est un fait véridique, l'armée allemande a été dotée de sapins de Noël ce Noël-là, ce Noël de 1914. On voit aussi également les victuailles sur l'image à gauche, qui avaient là aussi été massivement envoyées par les familles. La musique, donc ici ça passe par une cornemuse, c'est vrai qu'on est du côté anglais, souvent c'est plutôt un instrument un peu plus petit, une flûte ou un harmonica, parfois un violon. La cornemuse c'est quand même assez typique de nos amis les Anglais. Mais encore une fois on retrouve la musique, les sapins de Noël posés sur le parapet, donc là aussi qui éveille un petit peu la curiosité de l'adversaire et qui n'engage à rien entre guillemets, ça ne nécessite pas de sortir pour être posé sur le parapet. Une belle image du champ autour de cet arbre de Noël, un peu brandi comme un drapeau blanc quelque part. C'est l'idée dans le film. Souvent la fraternisation passait aussi par un drapeau blanc, par une démonstration. L'homme qui sort est déjà très courageux de sortir, sans qu'il doit pouvoir le faire parce qu'il y a une communion autour d'un champ, mais souvent s'arme, entre guillemets, se drape d'un drapeau blanc ou quelque chose de symbolique qui montre qu'il sort en toute amitié et pas pour combattre. Donc là, c'est le sapin de Noël, c'est vrai que visuellement c'est assez parlant et ça permet de montrer le manque d'animosité. La rencontre au sommet, alors qu'on peut critiquer entre guillemets un petit peu quand même, parce que là on a les 3 armées réunies en un même point. En ce qui concerne notamment le 99e régiment d'infanterie, il n'y avait pas d'anglais dans le secteur du 99e RI. Donc là on a une espèce de rencontre au sommet entre les trois grands belligérants, assez peu probable, mais malgré tout qui remontre l'idée de discussion entre les officiers qui, elle, a vraiment eu lieu. Le partage, le moment du partage, vous verrez dans le film un petit peu
le temps qu'il faut aussi pour que ce partage se fasse, mais le partage, le temps où les hommes vont finalement s'approcher, se toucher, regarder comment est l'autre, et se rendre compte que finalement il n'est pas tellement différent. Alors, un élément que j'ai pas beaucoup abordé, effectivement, on voit dans le film une messe qui est dite. C'est vrai qu'il y a finalement assez peu de traces dans les journaux de marché opération. Maintenant, on sait que la religion, et dans ce cadre-là, a été encore plus forte. Donc cette image, ce passage du film n'apparaît pas dans le 99e régiment d'infanterie, mais a pu effectivement avoir lieu de manière tout à fait logique, étant donné que on est sur des populations qui sont encore extrêmement religieuses, extrêmement croyantes. Donc c'est possible. Ça n'est pas vérifié dans le 99e régiment d'infanterie. En revanche, sont repris les thématiques de l'enterrement des corps. On retrouve là les corps des Bavarois qui vont être enterrés. Donc là, ça corrobore ce qui avait été découvert dans les archives. Sur ce moment-là, on a en réalité les Allemands qui viennent se protéger dans les tranchées anglaises. On a aussi des Français qui viennent se protéger des tirs qui sont envoyés par le haut commandement. Alors là aussi, il y a la part un petit peu du roman, du film, mais il est exact que le commandement a véritablement ordonné des tirs sur ses propres troupes. Donc est-ce qu'ensuite on a eu effectivement ce phénomène d'aller se cacher chez l'adversaire? C'est plus difficile à dire. Ça s'est probablement réalisé. Il y a eu parfois des échanges effectivement, ou des accords, notamment lorsque des mines étaient prévues, des accords pour que les soldats aillent chez l'un puis chez l'autre, qu'on fasse sauter la mine sous la tranchée comme c'était prévu, et puis que chacun ensuite retourne dans sa tranchée, dans sa propre tranchée. Alors, on voit, c'est une des dernières images du film, le régiment bavarois repartir. Ils sont dans un wagon, ils sont en train de repartir. Là aussi, c'était une façon de mettre fin aux fraternisations. Alors, je ne vais pas vous dévoiler la fin du film, mais c'est un moyen de mettre fin aux fraternisations, tout simplement de déplacer les troupes. Quand les troupes ne connaissent plus celui qui est en face, évidemment, il va se méfier et il ne va pas fraterniser. Parfois, des mots circulaient entre régiments qui montaient pour prendre la place et prendre la relève, et on leur disait vous pouvez y aller, on fraternise, on se tire pas dessus, ou on se met d'accord, ou on s'envoie pas de grenades au petit poste. Donc il y avait parfois des petits mots qui passaient entre les régiments. Si vous n'envoyez pas de grenades sur ce petit poste-là, vous serez tranquille, vous pouvez allumer une cigarette, tout se passera bien. Donc il y avait parfois ce type de choses. C'est vrai que c'est un des moyens utilisés par les états-majors pour mettre fin aux fraternisations, c'est d'organiser un roulement régulier, et ça va se faire sur la suite du conflit, un roulement régulier au niveau des régiments pour éviter qu'ils ne s'habituent à l'adversaire. Et donc c'est ce qui se passe là, ils sont remis dans un wagon et ils vont être déplacés vers un autre point du front. Alors, quelques libertés avec la réalité. Le contrôle postal organisé de cette manière-là n'existe pas en 1914. Il existe après, le service est véritablement organisé après, en tout cas sous une forme aussi industrielle, entre guillemets. Il n'existe pas en 1914. Il va y avoir parfois de la censure sur quelques régiments de manière extrêmement ponctuelle. Véritablement l'organisation du contrôle postal, c'est 1916. Donc on est véritablement sur quelque chose d'assez tardif. Il existe un contrôle postal, mais il est vraiment rudimentaire dans l'année 1914, commence à se mettre tout doucement en place dans l'année 15 et véritablement devient quelque chose d'important dans l'armée française en 1916. Et quand on travaille au service historique de l'armée de terre, pour ainsi dire, il n'y a pas de carton estampillé 1914 ou 1915. On trouve beaucoup de cartons contrôle postal pour l'année 1916. Donc il y a vraiment un développement du service, et c'est vrai que là on voit de manière quasiment industrielle dans le film ce dépouillement du courrier. C'est pas tout à fait exact par rapport aux faits. Là, je reviens rapidement sur le fait qu'effectivement, on a les trois armées, les trois officiers. Donc là,
je vous l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve avec, certes, des paroles échangées entre officiers, mais entre les trois armées, ça semble assez peu probable. Donc là aussi, il y a une petite liberté qui est prise avec les faits. La dernière liberté prise avec les faits est évidemment la présence de la cantatrice dans les lignes, vraiment au premier plan, dans les premières lignes. Oui, à l'arrière, il y a eu d'organiser des concerts, des petits spectacles pour détendre les soldats qui étaient à l'arrière, mais non pas dans les premières lignes. Donc là, elle est arrivée jusqu'aux premières lignes, elle va chanter dans la tranchée. C'est vraiment là totalement improbable. Voilà, j'en ai terminé avec cette belle image de Krugel.